Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici, encore une fois, André Pelchat, toujours en compagnie de Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qu'on peut rapprocher de la science. Moi, je vais parler... L'autre jour, j'ai parlé des tentatives de communication avec des extraterrestres. Ben là, je vais parler de la fois où peut-être des extraterrestres ont tenté de nous contacter, ou peut-être pas. Ah, une vraie histoire à dormir debout. Oui, voilà. Vraiment. Puis toi, tu vas nous parler de l'implosion du Super Kamiokan. Oui, on se croirait dans une émission de Ultraman, Ben n'est-ce oui, pas? on dirait un super-héros japonais. C'est pas loin de là. Dans le nord du Japon, il y a un petit village qui s'appelle Kamiokan. Et puis, il est au pied d'une belle montagne. Et au cœur de cette montagne-là est une des plus grandes expériences de physique des particules qui tourne à l'heure actuelle. Là, je parle du Super Kamiokan-D, le village Kamiokan, et les dernières lettres NDE sont pour le Neutrino Detector Experiment. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Kamiokan-D. C'est le deuxième expérience parce que la première version qui s'appelait Kamiokan-D. Là, on a le super, puis maintenant, à l'heure actuelle, on est avec le hyper Kamiokan-D. On voit typiquement japonais. Oui. Chaque étape a son propre nom qu'il décrit. Et puis, ça fait partie des méga expériences dans la physique des particules, entre autres, et dans d'autres domaines de la science aussi. On va parler de quelques-unes de ces expériences-là. Ça m'a fasciné. Dernièrement, dans une autre émission, j'ai raconté comment du plomb trouvé dans une épave vieille de 3000 ans, a pu être utilisé comme écran protecteur pour une expérience de physique des particules très, très avancée. Maintenant, parmi ces expériences-là, on va mentionner le CERN, qui est en fait le plus gros accélérateur de particules à l'heure actuelle sur la planète. Il y en a un aussi, Fermilab aux États-Unis, le projet DUNE, qui est le Deep Underground Neutrino Experiment. Il y a une fascination pour les neutrinos là, de ce temps-là. Ici, il y a évidemment au Japon celui dont je vais vous poser un petit peu, le Kamiokan-D. Il y a Kuore, c'est celui d'ailleurs avec le fameux plomb millénaire. Ben oui. Au Canada, on a SNOLAB, Sudbury Neutrino Observatory Laboratory, aussi 2 km sous terre. Une ancienne mine qui a été transformée en expérience comme ça. Alors, comment on fait ça pour détecter un neutrino? On cherche la lumière avant tout. Et puis, cette lumière-là, c'est la même lueur qui est produite, par exemple, au démarrage d'un réacteur nucléaire. Et puis, si on est capable de détecter dans une immense cuve remplie de l'eau la plus pure qu'on peut pas trouver, en fait. C'est uniquement pour cette expérience-là. Quand j'ai lu ça, ça faisait « ça doit être bon, ce eau-là ». De l'eau pure comme ça, là, il me semble que ça donne soif. Si on boit ça, on meurt, en fait. Okay. Parce que l'eau pure qu'on a, c'est pas juste du H2O. Là. Il y a d'autres éléments là-dedans. Il y a d'autres composés, il y a des ions qui sont échangés comme se comportent toutes les particules. Donc, il y a un échange atomique qui se fait, puis si ces particules-là sont absentes, l'eau va chercher à les prendre dans son environnement, puis si l'environnement se trouve être ton organisme, bien là, cette eau-là va te boire plutôt que le contraire. Ah, bon. Donc, c'est pas une bonne affaire, c'est quand même assez dangereux. Les détecteurs eux-mêmes, c'est des détecteurs de photons, et là, comme on se retrouvait avec 3000 ans de plomb, là, on se retrouve avec une technologie du 20e siècle, c'est des tubes à vide. D'ailleurs, c'est une technologie qui est quand même fascinante jusqu'à un certain point. Et puis là, on va fabriquer des détecteurs et puis ces détecteurs-là sont faits à la main. C'est des photomultiplicateurs. Très japonais. Il va en avoir 11 129 de ces détecteurs-là. Ils font 50 cm, c'est très sophistiqué, c'est conçu pour amplifier le signal lumineux jusqu'à le rendre mesurable. Et puis, la fabrication, c'est une œuvre d'art. Puis là, chaque pièce, chaque détecteur vaut environ 10 à 20 000 $. Là, je me souviens plus exactement du prix, mais c'est très, très, très dispendieux. Alors, il va se produire à un moment donné, évidemment, au début du projet, tout a été testé. Parce que là, on a de l'eau, puis on a des tubes vides, donc implosion possible.
on va immerger les tubes, on va en faire imploser pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires néfastes. Tout semble bien aller, on va construire et puis le projet fonctionne. D'ailleurs, on l'a poursuivi avec le Hyper Cameo Candé. Mais les tests sont prometteurs, mais en 2001, il va y avoir un accident qui va se produire. Lors de la maintenance puis de l'entretien de ce détecteur-là, on vide la cuve et puis là, pour protéger les tubes en question qui sont très fragiles, on met des matelas et puis travailler, mais il y en a un qui a été, mais alors là, très, très, très légèrement égratigné. Mais ça a été suffisant pour que, en 2001, lors d'une opération de maintenance, le détecteur a été fragilisé. Et puis, lorsqu'ils ont rempli le réservoir jusqu'à capacité, quelque temps après, les sismographes au Japon ont enregistré un bruit, une explosion. Il y a un des tubes qui a implosé et l'effet de choc a déclenché l'implosion des deux qui étaient à côté. Et puis, en l'espace de quelques secondes, à peine, tous les détecteurs ont implosé à l'intérieur. Ça a été tellement puissant. Au début, ils ne savaient pas comment ça s'était produit, comment que ça... Puis, non plus le nombre de détecteurs qui ont été broyés puis détruits, parce qu'il y en avait à l'intérieur de la cuve, puis il y en avait à l'extérieur aussi. Heureusement, ceux de l'extérieur ont résisté parce qu'ils n'étaient pas immergés, là, donc ils ont résisté à l'onde de choc. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer l'expérience pareil avec ce qui reste de détecteurs. Ça fonctionne quand même. Et puis là, avec le temps, on va remplacer tous les tubes jusqu'à temps qu'on remette le projet tel qu'initial et puis on va aller plus loin que ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu éviter ça? On a fait des tests initialement. On a fait imploser des tubes. Tout devait fonctionner, sauf qu'ils ne l'ont pas fait sous 20 mètres d'eau. Aussi incroyable que ça, ou du moins calculé à partir des résultats, puis prendre une expansion, mais eux autres ont conclu que, bon, mais regarde, il n'y a pas de transmission d'énergie, mais c'est cette simple oubli, ou bien appelons ça une défaillance des tests initiaux préliminaires. C'est étonnant, ça, compte tenu quand même que le Japon est reconnu pour... Oui, le Japon est reconnu pour la compétence de ses équipes, puis en plus, c'était pas, je veux dire, c'était pas des gens qui s'improvisent, c'était pas comme le monsieur qui a fait le sous-marin dont on parlait il y a Stockton Rush. Non. C'était vraiment des gens compétents, puis ils ont oublié ça. Oui, et puis maintenant, c'est pratique, là. Ces choses-là ne sont pas oubliées. On teste exactement dans les conditions d'opération. Mais on est quand même à la limite au niveau de ces expériences-là. On s'aventure dans l'inconnu et puis là, on y va avec des tubes à vide. Puis d'ailleurs, pourquoi cette fascination pour les particules subatomiques à l'heure actuelle? C'est toutes ces expériences-là, ça mène à quoi exactement? Il y a un bouleversement là, en 2025 au niveau de la science elle-même, surtout de la connaissance de l'univers. Depuis l'apparition d'un télescope, le James Webb, entre autres, on remet en question nos notions comme le Big Bang. Là, c'est pas n'importe quoi. Là, tu sais, toute l'origine de l'existence est remise en question. Non seulement ça, mais la façon dont l'univers est conçu. La matière noire, l'énergie sombre, ils reprennent une autre dimension dans les trous noirs deviennent majeurs le monde du quantique. Et il ne faut pas oublier que dans le cas des trous noirs en particulier, moi je me souviens, dans les années 80, on discutait à savoir s'ils existaient. Et voilà. Alors que maintenant, Et non seulement ça, mais ça serait autre chose que ce qu'on a comme concept maintenant. Je peux pas en parler parce que là, on ne sait pas où on va avec ces choses-là, puis le commun des mortels, on ne peut pas parler de cette science-là. Là. On n'est pas des physiciens, en plus, même les physiciens ne sont pas tous d'accord entre eux quand on arrive sur le domaine très pointu. Mais là maintenant, la science et la métaphysique commencent à se mélanger. Là. C'est étonnant de voir ça. C'est parce que la métaphysique, souvent, qui a discuté souvent de choses abstraites ou qui n'existaient pas. La nature de l'univers, la conscience, souvent fournir des concepts qu'on peut utiliser pour
tester des hypothèses, pour créer des hypothèses qu'on peut tester ensuite, ce qui n'était pas le but quand les premiers métaphysiciens ont parlé. On parlait souvent de choses qu'on ne pouvait pas tester, mais maintenant, souvent, on arrive à un point où on peut tester certaines hypothèses et la métaphysique fournit des concepts qui peuvent servir. On peut, par exemple, créer de l'antimatière, ce qui est fait à l'heure actuelle. Ça, c'était un concept aussi qu'on voyait simplement dans Bob Moran puis la science-fiction, mais non. Le moteur de l'Enterprise ça va plus loin que ça, parce que j'ai lu dernièrement là, que il y a une limite à l'infiniment petit. Il n'y a rien après. Autrement dit, passer de tant de dimensions, là, ils calculent ça en nanomètres, là, il n'y a plus rien, là. Et puis, d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles théories quantiques, l'infiniment petit, le quantique, prend une place qu'il n'y avait pas auparavant dans le grand ordre. Il y avait la théorie unifiée. Ça, c'est encore une hypothèse. On est encore en train de chercher ça. Parce qu'on n'a pas encore trouvé comment réconcilier exactement la théorie quantique avec la théorie de la physique classique. C'est deux choses qui existent, mais on ne sait pas comment les deux peuvent exister. Là, on s'en éloigne encore plus là, de ce temps-là. Mais d'un autre côté, on a un œil sur l'infiniment grand, sur l'infiniment petit. Et puis, on est toujours à la recherche de la nature de notre univers. Puis, les neutrinos, les yeux immenses qu'on fabrique en tant qu'expérience comme ça pour les détecter font partie du processus parce que, comme je disais à un moment donné dans une autre émission, la science, la physique, c'est un édifice. Ça se construit sur les choses qui sont démontrées et prouvées. Une fois que c'est prouvé, ça nous amène à d'autres choses. Donc voilà, c'est pour ça l'important. La raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté de parler de savants pour parler de chercheurs. Parce que ce qui est important dans ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils cherchent. Exactement. C'est parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ça pose d'autres questions. Et puis, ça provoque des implosions incroyables parce qu'on a des détecteurs qui sont des multiplicateurs en chaîne de lumière puis qui vont causer une destruction en chaîne dans une immense expérience. Mais on continue quand même, on a reconstruit puis on a même amélioré et le Hyper Kamiokande donne encore des meilleurs résultats que son prédécesseur. Alors quelquefois, c'est quand même quelque chose qui continue à avancer. Voilà. Ben moi, je vais, mon Dieu, on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. Je me suis toujours intéressé aux mythes, aux légendes, au folklore moderne, comme les UFO, des choses comme ça. Et et là, on a un cas aux théories du complot. Et là, on a à peu près tout ça. Et ça implique des scientifiques aussi. Une aventure mystérieuse, on peut commencer. C'est une affaire née en Espagne qui s'est ensuite étendue à d'autres pays. Alors, on y mêle la science, la linguistique, le mystère. Alors, en 1966, en Espagne, donc, Fernando Sesma, qui est un fonctionnaire, reçoit des lettres mystérieuses qui prétendent venir d'une mystérieuse civilisation qui s'appellerait UMO, U-M-M-O, parfois certains l'écrivent O-U-M-M-O, et qui serait une planète, soi-disant, située à 14,4 années-lumière, et dont les émissaires auraient contacté la Terre et seraient cachés parmi nous, puis enverraient des lettres pour se manifester et préparer l'humanité à éventuellement leur arrivée officielle. Alors, on est en 1966. Fernando reçoit les premières lettres, d'autres, des scientifiques, des ufologues, vont en recevoir, et on va continuer à en recevoir jusqu'en 2014. Les gens vont continuer à en recevoir jusqu'en 2014. Les lettres, donc, auraient été écrites par des membres d'un groupe présent sur Terre depuis le 28 mars 1950, qui se présentent comme les émissaires de la fameuse civilisation humite, que parfois on appelle humain aussi, pour distinguer des humains. Et donc, dans ces lettres, on donne des descriptions de cette civilisation, techniciens, évidemment, technologie extrêmement avancée, des mécanismes de propulsion qui permettent d'aller plus vite que la lumière. On explique qu'il y a plusieurs univers, etc. Et il y a tout un système linguistique avec ça. On est obligé
comment dirais-je, on donne des mots, un espèce de lexique humide dans lequel il y a des sons-septes, c'est-à-dire que certains sons auraient une signification particulière. Et ça commence à se répandre. Les lettres s'échangent, on en parle de plus en plus. Les journaux, la presse vont en parler, mais on va surtout en parler en dehors de l'Espagne. Parce qu'en Espagne, les journaux à cette époque-là, les médias sont prudents. Il ne faut pas oublier qu'on est encore sous l'époque de la dictature de Franco. Ah. Alors, la dictature du général Franco, qui est instaurée depuis 1936 et qui ne va prendre fin qu'avec sa mort en 1976. Il y aurait eu même des observations d'objets volants, d'objets liés à la civilisation hummite. À Aluche, en Espagne, des traces au sol, qui seraient les traces de vaisseau spatial. En 1967, à San José de Valderas, photo d'une nef d'un vaisseau hummite. Certains experts ont analysé les photos et ont conclu que c'était un trucage. 1989, Voronezh, Russie, des observations collectives de vaisseaux qui seraient hummites. Et la description, les lettres vont vous décrire aussi l'histoire de la civilisation hummite. Alors, on vous parle d'une époque où cette civilisation-là était prospère, mais à un moment donné, elle est tombée dans la décadence, la liberté sexuelle, des choses qui étaient bien à la mode dans les années 60. Là. L'environnement? L'environnement, tout ça. C'est toujours la même histoire. Hein? C'est les ça. Autres planètes, ils ont et là, du trouble, un dictateur a pris le pouvoir, voilà. qui a régné pendant très longtemps. Ça fait penser un peu à Darth Vader puis à l'Empire de Star Wars. Space Opera. C'est ça, Space Opera, puis éventuellement va être renversé, puis ça, c'est la nouvelle civilisation hummite qui est maintenant pacifique et inoffensive, qui essaye de prendre contact avec nous. Les lettres circulent, il va y avoir même une presse qui va se développer. Les ufologues, évidemment, vont s'emparer de ça. On va raconter l'histoire. Je me souviens d'en avoir entendu parler pour la première fois dans des livres sur les extraterrestres dans les années 60, 70, la fameuse collection J'ai lu, qui était rouge, là, j'avais trouvé ça là-dedans. Et donc, il va y avoir et là, on va souligner que certaines idées qui sont émises par les hummites sont antérieures à leur émission par des scientifiques. On parle notamment de la question des univers parallèles que Sakharov, le physicien soviétique, avait développé, mais qui en aurait parlé eux autres avant. En fait, c'est pas sûr que c'était vraiment avant, parce que entre le moment où Sakharov émet une hypothèse en Union soviétique et le moment où elle est vraiment connue par tout le monde en Occident, il peut se passer un peu de temps. Et puis, on dit que c'est des langages et des concepts qui sont difficilement falsifiables. Là aussi, ça se discute. Les auteurs de science-fiction pourraient probablement donner une couple de leçons aux gens, de juste à penser à ceux qui ont créé la langue Klingon. Qui est une langue officielle. Officielle, qui existe, mais qui est fictive. Enfin, qui a été créée pour les buts d'un film de science-fiction. Oui, c'est une langue synthétique. Synthétique, voilà. Donc, il va y avoir des controverses et il y a des sceptiques qui vont souligner, par exemple, qu'au niveau des données astronomiques qui sont exprimées là-dedans, il y a des erreurs. Notamment l'étoile Wolf 424, semble-t-il que la distance à laquelle elle se trouve dans les documents hummites est complètement erronée par rapport à ce que la science peut dire. Et quant aux théories révélées, déjà connues, en fait, la plupart étaient déjà connues. Notamment Stanton Friedman, en 1967-68, avait étudié certains systèmes de propulsion évoqués là-dedans. Et comme les lettres s'étalent sur plusieurs années, en fait, on a pu rajouter des choses au fur et à mesure. Mais surtout, ça regarde mal de l'authenticité. C'est ça. Surtout, ce qui va arriver, c'est qu'en 1992, un des participants, José Luis Jordan Peña, une figure centrale de tout le réseau des gens qui communiquaient au sujet des hummites, a avoué avoir orchestré l'affaire pendant 25 ans.
Et pour lui, dit-il, c'était une expérience sociologique de manipulation. Et il évoque même que peut-être la CIA était impliquée là-dedans. On sait que la CIA a effectivement fait des expériences de toutes sortes. Oui, genre Majestic. Donc, puis MK Ultra ici. C'est pas impossible. Il n'a pas avancé, il n'a pas fourni de preuves, mais c'est une hypothèse, en tout cas, plus probable que celle que c'était vraiment des extraterrestres. C'était plus du LSD qu'autre chose. C'est ça, peut-être aussi. Donc, il y a eu des hypothèses sur ce qui s'est réellement passé. Alors, il y en a qui soutiennent encore qu'il y aurait une implication extraterrestre. Jean-Pierre Petit, qui est un cosmologue devenu un peu dissident, qui propose ça, puis Jean-Paul Lyon, pour des raisons linguistiques. Et il y a des lettres qui contiendraient des prédictions, dont la guerre du Golfe en 1991. Mais là encore, les lettres datent-elles vraiment du moment où on dit qu'elles sont... on ne sait jamais. Et puis, prédire une guerre entre vous et moi, on risque qu'à un moment donné, on va avoir raison. Oui, prédire un tremblement de terre, une inondation, on va avoir raison. À un moment donné, on va avoir raison. C'est comme la loterie, ça. On n'a presque pas de chance, un individu, de gagner la loterie, mais il y a quelqu'un qui gagne toutes les semaines. Voilà. Sur le nombre de billets, puis le nombre de gens, il va arriver qu'il y a quelqu'un qui gagne. Il y a des arguments sceptiques aussi que j'ai mentionnés. D'autres hypothèses, c'est que c'est un canular élaboré. Jordan Peña l'a avoué, lui, il l'a dit, et que l'objectif serait de la désinformation, de la manipulation des groupes UFO ou même une expérience psychologique. Lui, il parlait d'expérience sociologique. Ça fait un peu CIA, cette partie-là. Ouais. Mais il y a d'autres pistes. Notamment, certains y voient un cas de propagande politique. Et certains pensent que ce n'est pas la CIA qui est derrière ça, mais le KGB, que ça serait une expérience pour tenter de déstabiliser l'Espagne de Franco, qui était un régime anticommuniste, très ultra-catholique et anticommuniste. Là encore, le KGB, ils ont fait beaucoup de magouilles de toutes sortes. Mais c'est pas une bonne approche. Les extraterrestres, pour se déstabiliser, des bien meilleures solutions que ça. Oui, je pense que... Oui, puis d'habitude, le KGB, quand il faisait des opérations de ce genre-là, ça avait un but très spécifique. Alors que là, déstabiliser, c'est général un peu. Là. On voit pas. Il y a des auteurs qui ont souligné, cependant, que les lettres humides critique très fréquemment le régime du général Franco. Ah ben voilà. Et ça, donc, ça rentrerait dans les objectifs du KGB, pas dans ceux des Américains pour qui c'est un allié, le général Franco. Puis, ils vont s'en prendre aussi, de plus en plus d'ailleurs, à mesure que le temps passe, aux Américains. Alors, certaines lettres vont être vraiment très critiques vis-à-vis de l'hégémonie américaine. Donc, là aussi, on va penser que c'est peut-être, effectivement, la piste du KGB, mais du côté soviétique, on n'a rien trouvé jusqu'à maintenant pour vraiment démontrer ça. La société humide, telle que décrit maintenant, a des points communs avec le système soviétique. Et donc, on aurait pu penser que le KGB aurait pu monter toute cette affaire-là pour faire de la propagande communiste dans la bourgeoisie espagnole dont faisaient partie tous les participants. Ça amène un certain nombre de questions parce que là aussi, on ne voit pas pourquoi le KGB se serait amusé à démolir, à tenter de déstabiliser le régime Franco, plus spécifiquement à cette époque-là, où l'importance quand même de l'Espagne était pas ce qu'elle avait déjà été, et où on était plus dans la détente aussi, dans cette période-là des années 60. Et là encore, comme je dis, ça manque un peu de spécifique, dire qu'ils veulent déstabiliser. Alors, il y aurait eu à un moment donné un changement d'objectif. Au début, on attaquait le général Franco, puis là, après ça, on s'en prenait aux Américains en général. Ça reste improuvé. On n'a rien trouvé du côté, parce que maintenant, il y a des archives
après la chute de l'Union soviétique en 90, on a eu pendant un certain temps accès aux archives soviétiques du KGB. C'est plus le cas maintenant, mais il y avait le temps, on l'a eu et personne n'a rien trouvé de ce côté-là. Même pas un agent qui se serait vanté, il y en a plusieurs qui ont tendance à faire ça, qui sont venus parler en Occident. Rien du tout de ce côté-là. On a pensé aussi à une secte, un groupe ésotérique quelconque qui aurait voulu peut-être lancer justement une nouvelle religion ou quelque chose comme ça en rapport à ça. On n'a rien trouvé de preuve de ce côté-là non plus. Donc, pour l'instant, il n'y a bien sûr aucune preuve de l'existence de la civilisation humite, mais ça soulève des questions, entre autres parce que ça fait 50 ans que ça dure. Là, il y a encore des gens qui y accrochent, mais ça, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Et ça fait encore beaucoup plus longtemps que ça dure, celle-là. C'est spécial parce que ça me faisait penser, quand tu décris comment que ça a pu s'ajuster au fil des connaissances, l'acquisition des connaissances, que nous autres aussi, les humites, on connaît ça. Il y avait Raël qui avait publié un livre à un moment donné, puis à l'intérieur, il avait dessiné un dessin de l'intérieur d'une soucoupe volante. Puis là, tu avais des petits bonhommes là, avec des affaires chimiques, là, puis en arrière, tu avais des cadrans avec des aiguilles. Fait que moi, je me disais qu'un appareil qui est capable de voyager dans l'univers, d'après moi, il n'y aurait pas des petites aiguilles comme ça. Ou peut-être que c'est parce qu'il aime ça, mais ça me faisait le même effet. Oui, c'est ça. Puis, il y a quelques années, on a eu un visiteur extraterrestre. C'est pas un astéroïde, il venait carrément de l'extérieur du système solaire, puis il s'appelait Oumuamua. Oui. Fait que là, tu avais des Oui, mais Oumuamua, c'est un mot hawaïen. Oui, exactement. Mais là, on a un autre, là, présentement, qui suit la même trajectoire, pratiquement, qui s'appelle l'Atlas 31, qui est beaucoup plus volumineux. Puis là, on se pose des questions, on ne sait pas c'est quoi. Hein? On peut pas, même en regardant avec des télescopes, ça nous dit pas c'est quoi. Mais il émet de la lumière. Voilà. Bizarre, en tout cas. On en saura peut-être plus. À une histoire à dormir debout dans l'avenir. C'est ça. En tout cas, dans le cas des humeaux, ça fait maintenant partie de ce qu'on pourrait appeler le folklore moderne. Ouais. Et comme on peut voir, il y a les théories du complot qui se mettent là-dedans. Et je vais être obligé de finir l'émission. Voilà. Et oui. Alors, mesdames et messieurs, alors c'est André Pelchard qui vous dit bonsoir. Et à la semaine prochaine, restez à l'écoute de TVCBF. On en a d'autres histoires comme ça.